Le château de Chantilly est le symbole de l'excellence française en matière d'architecture. Situé à 50 km au nord de Paris, l'édifice trône depuis un millénaire au sommet des plus belles constructions de France. Chantilly, c'est exceptionnel. C'est le plus extraordinaire des patrimoines français. On a tout ce que l'architecture et l'art des jardins a fait de plus beau en France au cours des siècles. Un château monumental d'une superficie totale de 10 000 m², autant que le palais de l'Élysée. Un parc tout aussi gigantesque. Le grand parterre de Chantilly, en superficie, c'est 6 terrains de football. 12 km de perspective, c'est la plus grande perspective de France encore aujourd'hui. Les écuries princières les plus grandes d'Europe. C'est la même longueur que la façade des Invalides. Cette démesure fera même de Chantilly le rival du plus beau château du monde. C'est un petit Versailles. Nous allons vous raconter le chantier de cette demeure monumentale où chaque étape de construction fut un combat. Ça a été un effort énorme pour les équipes qui ont dû travailler ici. Même à l'heure actuelle, on déconseille fortement, voire on interdit la construction sur ces zones. À Chantilly, on ne peut pas construire comme ailleurs. À Chantilly, il faut innover. Des fondations sur pilotis, aux symétries des jardins à la française, en passant par la création d'un dôme colossal, comment les bâtisseurs ont-ils pu défier l'impossible? Quelle prouesse technique, réalisée au XVIIe siècle par le plus grand paysagiste de France, André Le Nôtre, permettra à Chantilly de dépasser Versailles? À Chantilly, il y avait des fontaines qui marchaient en continu. Je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça a pu faire à Louis XIV. Grâce à des animations 3D inédites et aux témoignages des plus grands spécialistes, nous remonterons 10 siècles de travaux titanesques. Du château fort médiéval à la demeure princière d'aujourd'hui. Voici l'histoire de l'une des constructions les plus époustouflantes de France, miraculée de l'histoire, le château de Chantilly. Chantilly est un château qui cache bien son jeu. Connu aujourd'hui pour ses mythiques courses de chevaux, ses 815 peintures qui en font la deuxième plus grande collection de tableaux anciens après le Louvre. Chaque année, c'est plus d'1 demi-million de visiteurs qui vient déambuler à travers un domaine de 7000 hectares, soit autant que Paris intramuros. Et pourtant, beaucoup l'ignorent, mais Chantilly n'a pas toujours été aussi raffiné et ordonné qu'aujourd'hui. Bien au contraire. En fait, l'histoire de Chantilly est une histoire faite de destruction et de reconstruction incessantes. Chantilly, c'est 5 châteaux en un. Pour décrypter les nombreuses vies de cette construction, il nous faut remonter le temps de plus d'1 millénaire. Nous sommes au XIe siècle, en plein Moyen-Âge. À l'époque, le royaume de France n'est pas encore unifié. Sa capitale royale, Senlis, située à 45 km au nord de Paris, est la cible de nombreuses attaques. L'époque n'est pas très sûre et donc il faut des points défensifs. Tout autour de cette cité, à plusieurs lieues de distance, plusieurs kilomètres, on va trouver comme ça des forteresses qui sont censées protéger Senlis sur la route qui mène de Paris à la Picardie. Mais un emplacement pose problème pour la construction d'une forteresse. Celui de la forêt de Chantilly à 7 km de Senlis. C'est des marécages, ni plus ni moins, de la tourbe, des arbres sauvages. C'est un territoire agricole sur un plateau, traversé par une vallée, la vallée de la rivière Nonette, qui est une vallée marécageuse. Cette rivière, appelée la Nonette, est un cours d'eau de plusieurs mètres de large, mais au débit très faible, seulement 1,8 m³ par seconde. Alors qu'elle sera un atout incroyable quelques siècles plus tard, notamment pour concurrencer le château de Versailles, au Moyen-Âge, elle est extrêmement contraignante pour les bâtisseurs.
C'est extrêmement boueux. Il faut aller jusqu'à 10 mètres de profondeur avant de trouver un rocher sur lequel on peut se fonder. Mais à l'époque, en fait, creuser sur 10 mètres, c'était un défi qui n'était absolument pas possible. Même à l'heure actuelle, on déconseille fortement, voire on interdit la construction sur ces zones. Mais une découverte va tout changer. Et heureusement, au milieu de cette vallée marécageuse, il y a un éperon rocheux, enfin une masse rocheuse, qui va permettre de construire un château à l'époque médiévale. Cet énorme rocher calcaire, à la géométrie irrégulière, sera donc la base du futur château fort. Mais avant de débuter la construction, de nombreux défis attendent les bâtisseurs. Ça va demander du travail d'arasement aux bâtisseurs. Il faut essayer d'aplanir le rocher pour qu'il puisse être l'assise solide sur laquelle vont se dresser les parois, les courtines. Seulement munis d'une pioche, les constructeurs creusent autour et sur le rocher pour dégager un socle épuré. Ils ont dû creuser dans le rocher extrêmement dur pour encercler le château d'eau, pour faire de sorte que le château soit complètement entouré de douves. Enfin, c'est assez complexe comme opération, c'est un travail très pénible. Cette entaille permet de récupérer plus de 7000 mètres cubes de pierre, soit de quoi remplir plus de 200 conteneurs. Un stock colossal bien utile pour construire les premières maçonneries. Comme rien ne se perd au Moyen-Âge, quand on taille le rocher, on en profite pour avoir une petite pierre qui va servir aussi à l'intérieur des maçonneries. Et de la pierre, il en faut à Chantilly. Car à l'époque, les bâtisseurs ont l'habitude de doubler l'épaisseur des murs. À l'époque, ils construisaient pour que ça dure. Ils ne faisaient pas forcément à l'économie, pour deux raisons. Premièrement, le château devait être solide au début au Moyen-Âge pour résister éventuellement à des attaques. Et il faut le dire, en quelque sorte, c'était aussi par ignorance. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient réduire l'épaisseur des murs ou des matériaux pour que ça tienne. Donc ils doublaient, triplaient pour être sûrs que ça tienne. Et comme ça, effectivement, le résultat est qu'ils ont construit des choses qui sont beaucoup trop solides. Ici, les murs des soubassements ne font pas moins de 3 mètres d'épaisseur. De quoi permettre la construction d'un véritable château fort défensif. Chantilly est né. Il y avait 7 tours à Chantilly qui montaient très haut et vous aviez des courtines, c'est-à-dire des murs entre ces tours, qui montaient aussi haut que ces tours. Et cela permettait d'accueillir l'artillerie. Preuve de la qualité extraordinaire des constructeurs de l'époque, les soubassements médiévaux servent encore de fondation à l'actuel château. C'est ce que nous révèle Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques. Pour la chance que nous avons avec la lumière rasante, on voit toutes les traces d'outils, des marques de tâcherons. Quasiment chaque pierre est identifiable par ces marques, là, qui sont la mémoire de l'organisation du chantier, la mémoire de ces tailleurs de pierre très habiles. Chaque tailleur de pierre avait sa marque et marquait les pierres avec un petit signe qui montrait que c'était lui qui avait coupé la pierre. Et comme ça, les ouvriers étaient payés au fur et à mesure du travail qu'ils avaient fourni. Les vestiges médiévaux les plus visibles, ce sont d'une part les douves et d'autre part la base des tours du château fort. Sur ces deux bases de tours, on voit qu'il y a encore des archères qui sont en place, c'est-à-dire des fentes verticales allongées qui permettaient depuis l'intérieur de la tour de tirer pour se défendre contre les assauts des ennemis. Et ce n'est pas tout. Le public d'aujourd'hui l'ignore, mais l'héritage médiéval le plus marquant à Chantilly est ailleurs. Il faut prendre de la hauteur pour le voir. C'est le plan du château. Une sorte de triangle équilatéral de 70 mètres de côté qui est depuis un millénaire la matrice architecturale de Chantilly. Quelle que soit l'époque de construction, tous les bâtisseurs devront immanquablement repartir de ce premier plan plus ou moins triangulaire que vont élaborer les premiers bâtisseurs à l'époque médiévale sur cet éperon rocheux. Un plan qui va poser des problèmes au XVIe siècle
quand le nouveau propriétaire de Chantilly voudra transformer le château fort en demeure princière flamboyante. « 150 ans après le Moyen-Âge, en 1560, une nouvelle campagne de grands travaux est sur le point d'être lancée à Chantilly, à la demande du nouveau maître des lieux, un certain Anne de Montmorency. Anne, ici, est un prénom masculin. C'est un peu déroutant pour nous, mais c'est bien un homme. Et cet homme n'est pas n'importe qui. C'est l'une des personnes les plus puissantes de France au XVIe siècle. Il est connétable, autrement dit, le chef suprême des armées. Et il est immensément riche. Anne de Montmorency était quand même propriétaire de 600 fiefs et de 130 châteaux et seigneuries, plus des hôtels particuliers dans Paris. Et on sait qu'il était très féru d'architecture. Et ce personnage essentiel, qui va avoir des possessions dans toute la France, va faire de Chantilly sa principale résidence. Et ça va être un tournant pour l'histoire de Chantilly, vraiment, avec des chantiers immenses qui vont être menés. Des chantiers qui vont très vite devenir un casse-tête pour les ouvriers. Car après avoir ajouté des fenêtres à la forteresse médiévale, le commanditaire veut l'agrandir pour recevoir les plus grands rois de France et d'Europe. Donc il faut s'imaginer que la cour de France qui se déploie, c'est plusieurs milliers de personnes qui bougent. On trouve que le château est un peu petit, on veut l'agrandir. On est assez contraint par les 7 tours et la forme triangulaire. On va avoir sans arrêt à Chantilly le besoin de trouver de l'espace. Et ce n'est pas le seul problème que pose la forteresse médiévale. Le connétable veut également que son château respecte les codes architecturaux de la Renaissance. À l'époque, les nouvelles constructions arborent une architecture parfaitement symétrique, comme ici à Chambord. Tout le contraire de Chantilly. Donc c'est vraiment une disposition qui a, selon les mots des hommes de la Renaissance, une sauvage quadrature. Donc il n'y a pas d'angle droit, c'est complètement bizarre. Sur ce rocher, il était très compliqué de faire quoi que ce soit de symétrique. Pour satisfaire les exigences du commanditaire, les ouvriers vont réaliser un véritable tour de force. Ils décident de construire une extension sur l'eau. Un petit château en avant de la forteresse qui servira de hall d'entrée majestueux pour les invités. Et pour réaliser cet incroyable défi de construire sur l'eau, ils vont s'inspirer de la plus grande ville flottante au monde. Donc ils ont construit le petit château de la même façon qu'a été construite la ville de Venise. Ils ont enfoncé des piliers en bois dans la boue, sous l'eau. On va mettre en place ce qu'on appelle parfois des sonnettes ou des moutons, qui sont des sortes de grands poids. On va faire descendre régulièrement sur le pieu, et tant que le pieu descend, on continue à l'enfoncer. Une méthode qui nécessite plusieurs précautions techniques, sous peine de voir la structure s'écrouler. Il faut que les pilotis soient toujours sous l'eau. La règle d'or, c'est celle-là, parce que s'ils sont en dehors de l'eau, il y a une zone de contact et de pourrissement qui peut se faire. Donc il faut qu'ils soient toujours noyés dans l'eau. Et par-dessus, on fait ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire des poutres croisées, hein, et on met des maçonneries qui vont servir de support à la construction elle-même. Grâce à ce système de pilotis, des dizaines de mètres vont pouvoir être gagnés sur l'eau. Mais très vite, un nouveau problème se pose pour les bâtisseurs. Le petit château, qui doit être le nouveau joyau de Chantilly, impose un changement radical dans le choix des matières premières. Là, l'objectif, c'est que ça soit beau de l'extérieur, élégant, esthétique. C'est pas l'objectif du château médiéval. Pas question donc d'utiliser la pierre du rocher comme à l'époque médiévale. Il faut trouver un nouveau gisement. Mais où ? Nous sommes à Saint-Maximin, dans l'Oise, à 6 mètres sous terre. Ici se trouvent des galeries gigantesques que connaît par cœur Denis Montagne. Son métier, inspecteur de carrières souterraines. Vous voyez le décollement là ? Il y a une fracturation naturelle, celle-là, la grande là. Donc c'est la pierre tombale assurée là, si vous passez en dessous le mauvais jour. Aujourd'hui sous surveillance,
Ces carrières sont une chance incroyable pour les ouvriers de Chantilly à la Renaissance. Elles sont situées seulement à 7 km du chantier. Grosso modo, depuis 2000 ans, vous avez une activité extractive. On a la chance d'avoir un des plus grands sites carriers de France, avec une pierre de qualité et qui a fourni partout, pour toutes les époques. Donc il a servi toute la construction de Paris, construction de Versailles, tous les grands châteaux. Si ces carrières sont si prisées, c'est qu'elles abritent une pierre d'une qualité exceptionnelle. C'est une pierre homogène, qui a qualité mécanique, qui est belle, qui est réputée. Donc elle se taille bien, vous la rayez à l'ongle, elle se travaille bien à l'outil, elle a tout pour plaire, quoi. Une pierre assez blonde, hein, qui joue bien avec le soleil de Picardie. Et puis c'est une pierre qui permet en effet des sculptures de très très bonne qualité. Mais avant de sculpter la pierre, il faut l'extraire. À la Renaissance, les ouvriers de Chantilly n'avaient qu'un seul outil à leur disposition, une sorte de piolet très rudimentaire. Vous allez enlever de la pierre de manière régulière sous toute la surface que vous voulez extraire. Les tailleurs de pierre répètent alors l'opération de chaque côté du bloc. Et à ce moment-là, le bloc va se détacher. C'est un travail éreintant. Donc vous avez un rendement pour quelqu'un qui travaille une dizaine d'heures par jour d'1 mètre cube par semaine. Sachant que le bâtiment à construire fait 60 mètres par 30 mètres, le chantier du petit château prend beaucoup de temps. Trop au goût du commanditaire. Ils sont toujours sous la pression de finir les travaux au bon moment, parce que le connétable va venir, parce que la cour va venir, et parfois, du coup, ils sont obligés de travailler très vite, et peut-être trop vite, pour pouvoir avancer dans les temps. Et on voit notamment qu'une partie de la fondation du petit château n'est pas très bien faite, avec des matériaux de récupération qu'on a mis très vite en œuvre. Ça, il est assez probable que c'est une contrainte pas du tout technique, mais que c'est une contrainte qui est liée à un commanditaire exigeant qui trouve que le chantier n'avance pas assez vite. Ce qui aura pour conséquence un affaissement du plancher de 8 cm 5 siècles plus tard. Toujours est-il qu'à l'époque, tout semble tenir. Le nouveau bâtiment est terminé en seulement 6 ans et respecte parfaitement les exigences du commanditaire. Une structure rectangulaire à la géométrie parfaite, une superficie supplémentaire de 2000 m², le tout orné de centaines de sculptures. C'est l'élégance, la maîtrise, la rigueur, une répartition quand même très mesurée de l'ornement, une vraie leçon de maîtrise de la géométrie. Chantilly est prêt à recevoir et à éblouir les plus grands rois d'Europe. Cela sera le cas avec l'empereur Charles Quint, le monarque le plus puissant à l'époque. Charles Quint vient à Chantilly, il est tout à fait ébloui. Il est tellement ébloui qu'il demande à Montmorency de lui céder Chantilly contre une province des Pays-Bas. Vous vous rendez compte ? Chantilly fait partie à la Renaissance des grands châteaux qui vont servir de modèle d'architecture pour toutes les autres constructions. Mais ce leadership va être remis en cause moins d'un siècle plus tard. Un nouveau concurrent arrive et va pousser le château de Chantilly à des transformations radicales. Nous sommes dans les années 1660, sous le règne de Louis XIV. Une nouvelle construction est au centre de toutes les attentions. Il s'agit du château de Versailles. C'est un chantier hors norme, des sommes considérables qui ont été dépensées. Et Versailles, c'est 1400 fontaines, enfin c'est délirant. Il faut bien dire que personne ne peut rivaliser avec Versailles, et ça c'est très clair pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf un, le nouveau propriétaire du château de Chantilly. Il s'appelle le Grand Condé. C'est le cousin du roi et son plus grand rival.
Il avait dépensé une grande partie de sa fortune en combattant le roi, parce qu'il voulait devenir calife à la place du calife, et ça n'a pas marché. Donc à la fin, il a été puni et enfermé dans son château. Et donc que va-t-il faire? Eh bien, il va se lancer dans une nouvelle bataille. Cette bataille contre le roi Soleil, le prince déchu ne va pas la mener sur l'architecture du château, mais sur un autre aspect du domaine. Donc il s'est concentré sur l'autre sujet à la mode à cette époque, c'était justement les jardins. Le jardin à la française est inventé. Tous les nobles de France veulent créer des jardins à la française qui sont très à la mode, comme tout simplement symbole de leur puissance et de leur richesse. Et le Grand Condé veut montrer qu'il est presque voire aussi puissant que le roi à Versailles. Le projet est extrêmement ambitieux. Chantilly étant toujours entouré d'une gigantesque zone marécageuse. À l'époque, une seule personne semble en mesure de relever pareil défi. Son nom, André Le Nôtre, un architecte et un paysagiste de génie. C'est déjà un jardinier bien installé, hein. Il a une quarantaine d'années, sa réputation est faite avec Fontainebleau, les Tuileries, Vaux-le-Vicomte. C'est quelqu'un qui est un âge mûr, qui a des connaissances, à la fois architecturales, de mathématiques, enfin, c'est le premier grand paysagiste de l'histoire. Mais problème, quand le Grand Condé le contacte, André Le Nôtre est déjà pris sur un autre projet d'envergure. Louis XIV le choisit pour aménager les jardins de Versailles. Je pense que pour Le Nôtre, quitter Versailles, c'était une chose qui n'était pas évidente. Il était attaché au domaine royal et tous les autres domaines étaient des domaines secondaires. Chantilly n'est pas un domaine comme les autres. Ici se trouve un élément rare et longtemps considéré comme une faiblesse, une rivière. Qu'est-ce qu'on a à Chantilly en grande richesse? On le voit en arrivant, c'est l'eau. Il y a beaucoup d'eau, c'est quand même fantastique. À Versailles, il n'y en a pas. Mais encore faut-il savoir la maîtriser. André Le Nôtre donne son accord. Il accepte de mener de front les deux chantiers. Il ne le sait pas encore, mais il va réussir à Chantilly des prouesses techniques qui vont dépasser celles du château de Versailles. En 1662, les travaux sont lancés. Premier objectif, assainir la zone marécageuse. Pour arriver à assécher ce genre de terrain, il faut drainer, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire arriver toutes les eaux de part et d'autre sur un canal central. La zone à drainer est considérable, presque 7000 hectares, autant que Paris intramuros. Le Nôtre imagine alors un canal aux dimensions gigantesques, 60 mètres de large sur 2500 mètres de long. Autant qu'une piste d'atterrissage d'avion de ligne. Le but, assécher les marécages. Les travaux de terrassement et de percement des canaux vont être colossaux dans les documents d'archives. On trouve régulièrement mention d'équipes de 200 ouvriers qui doivent creuser, percer, évacuer la terre pour donner naissance à ces canaux. 150 000 mètres cubes de terre sont décaissés. De quoi remplir plus de 5700 semi-remorques. Le Grand Canal, oui, ça a été un effort énorme pour les équipes qui ont dû travailler ici. Les ouvriers vont rencontrer un autre problème. En creusant dans le sol, la nappe phréatique qui est peu profonde à Chantilly remonte. Ce qui rend le drainage impossible. André Le Nôtre va devoir étanchéifier le fond de son grand canal. Il avait une connaissance hydraulique très très pointue du site et il a pu créer des canaux qu'il a recouverts d'argile afin d'isoler effectivement le fond de son canal et d'éviter que les eaux de la nappe remontent et remplissent ces canaux. À ce moment-là, le fond de son canal étant bien isolé, sur les berges de son canal, on pouvait drainer les eaux des zones humides. Après 2 ans d'un chantier colossal, le drainage est lancé. Les terres s'assèchent, la rivière est maîtrisée. À la vue de ce grand canal, le rival du roi jubile. Pour vous donner un ordre d'idée, le canal de Versailles fait 1 km, celui de Chantilly en fait 2,5 km.
Mais il reste encore énormément de travail pour concurrencer Versailles. Le chantier entre alors dans sa deuxième phase, celle du découpage très symétrique du paysage. Les routes sont élargies, un axe gigantesque est créé du nord au sud. 12 km de perspective, c'est la plus grande perspective de France encore aujourd'hui. De part et d'autre de la perspective, se dessinent des formes géométriques au milieu de parterres aux dimensions impressionnantes. Il faut savoir que le grand parterre de Chantilly, en superficie, c'est 6 terrains de football, pour vous donner une échelle. Donc c'est pas neutre quand même. Hein. Mais comment réaliser des symétries parfaites sur de telles distances? À l'époque, les ouvriers ne disposent que d'une corde à nœuds et de perches pour définir les tracés. C'est sans compter sur l'incroyable talent d'André Le Nôtre. Il adaptait la symétrie à l'œil humain pour que, même si ce n'était pas exactement symétrique, qu'on ait l'impression que c'était le cas. C'est vraiment un génie pour ça, c'est-à-dire qu'il sait calculer la longueur qu'il faut donner à un bassin pour que, même s'il est rectangulaire, il ait l'air d'un carré. Un savoir-faire prodigieux qui transforme peu à peu les terres marécageuses de Chantilly en parterres parfaitement ordonnés. Le rêve du Grand Condé prend forme. Mais le chantier va connaître plusieurs coups d'arrêt qui vont mettre en péril le projet. Alors le problème du Grand Condé, c'est qu'il arrive très difficilement à avoir son architecte paysagiste sur le site, parce qu'il est toujours retenu par le roi à Versailles. C'est une vie moderne d'une star. C'est-à-dire qu'il vient un jour, 2 jours à Chantilly. Quand il vient, alors là, c'est le branle-bas de combat, c'est-à-dire tout le monde doit être à son écoute, on doit recueillir ses avis, lui faire dessiner des esquisses, organiser les travaux jusqu'à sa prochaine venue. Et ça, on a d'innombrables lettres où on dit il faut faire venir Monsieur Le Nôtre, il faut que Monsieur Le Nôtre soit là, et on voit que chaque fois Monsieur Le Nôtre a une bonne raison de ne pas être à Chantilly parce qu'il est à Versailles. On a là aussi une rivalité. Qui aura André Le Nôtre sur place? Le prince de Chantilly ira même jusqu'à affréter un véhicule spécialement pour l'architecte pour qu'il puisse revenir travailler au château. Car il lui reste encore un dernier élément à créer, et non des moindres. La création de jets d'eau capables de couler en continu, ce qui représente à l'époque une prouesse technique exceptionnelle. Maîtriser l'hydraulique, qui garde encore un côté un peu magique pour les hommes du commun à l'époque, ça c'est la vraie preuve du pouvoir. Et donc plus un jardin aura de jeux d'eau, plus la preuve du pouvoir du propriétaire du domaine sera apportée. André Le Nôtre mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend, lui qui a toutes les peines du monde à faire fonctionner les fontaines de Versailles. Versailles, on a quand même souligné que ça peut parfois. Quand ça marche 20 minutes, c'est bien le diable et ça fuit tant que ça peut. On a même imaginé d'ailleurs à Versailles une manière de montrer des jardins. Il faisait couler les fontaines seulement quand le roi se baladait dans le parc et encore en fonction de là où il se trouvait. Quand le roi se baladait dans les différentes zones du parc, il y avait des petits ouvriers qui couraient derrière, qui ouvraient les fontaines quand il arrivait et qui les fermaient tout de suite derrière. Comment André Le Nôtre va réussir à Chantilly ce qu'il n'a pas réussi à faire à Versailles? C'est seulement 300 ans plus tard que le mystère sera levé. Quand en 1994, un ancien ingénieur découvre un bâtiment à l'abandon à proximité du parc de Chantilly. J'apercevais ce bâtiment dans lequel il n'y avait aucun mouvement. Et lorsque je m'adressais aux habitants, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Les gens disaient c'est la machine. Et je posais la question, oui mais quelle machine? Personne n'était capable de me répondre. Yves Boeck, aidé par des amis, se lance à la recherche de cette mystérieuse machine et finit par en trouver des représentations dans un ouvrage du XVIIIe siècle. On a commencé à fantasmer, on a fait des plans, on a fait des maquettes, et puis voilà. Après 18 mois de travail et l'assemblage de 250 pièces, l'énigme est enfin résolue. Il s'agit d'une immense pompe à eau unique en France,
créée par André Le Nôtre. Au XVIIe siècle, le seul moyen de créer des jets d'eau est d'utiliser la gravité. André Le Nôtre a donc conçu cette machine pour amener l'eau du canal en hauteur. Bien, l'énergie provient de l'eau de la nonnette. Ça permet d'entraîner cette roue. Et cette roue a pour but d'entraîner, bien sûr, les pompes aspirantes et refoulantes par le biais des engrenages, un rouet, une lanterne. Cette eau va être renvoyée grâce à des canalisations sous le toit du dôme de ce pavillon. Puis cette eau, par une autre canalisation, va regagner un réservoir absolument gigantesque qui se trouve sur le plateau de Chantilly, en hauteur, au-dessus de la vallée marécageuse. Ce réservoir, situé à 10 mètres au-dessus du parc de Chantilly, pouvait contenir à l'époque 33 millions de litres, soit l'équivalent de 13 piscines olympiques. Et une fois que l'eau est dans les réservoirs, eh bien, par gravité, on alimente les cascades du domaine. Prévu pour l'alimentation des jets d'eau situés à l'ouest du château, ce système hydraulique s'avère particulièrement efficace. Preuve en est avec les grandes cascades aujourd'hui disparues. Au XVIIe siècle, elles sont considérées comme le point d'orgue des jardins. 100 jets d'eau sur 15 mètres de dénivelé. Alors combien de temps fonctionne-t-elle grâce à la machine de Chantilly? Au XVIIe siècle, la machine de Chantilly, c'était la plus performante de France, non pas, c'est-à-dire en capacité ou en débit, mais en fait qu'elle tournait régulièrement. Et avec le volume du réservoir, elle pouvait couler 2 jours sans s'arrêter, sans être obligé de remettre en route la machine à eau pour remplir le réservoir. Vous imaginez 2 jours sans interruption. C'est du jamais vu en France pour des jets d'eau aussi complexes. Mais là où Chantilly va définitivement surpasser Versailles, c'est grâce à un tout autre système créé par André Le Nôtre. Et il est d'une simplicité déconcertante. Pour les fontaines situées à l'est du château, la machine est trop loin pour les alimenter. Il faut donc trouver un autre moyen d'amener l'eau en hauteur. C'est alors qu'est découvert un ancien aqueduc caché dans les bois. Quand André Le Nôtre arrive à Chantilly, il découvre cet aqueduc du Prince dans les bois. Il est émerveillé par cette arrivée d'eau qui est en hauteur par rapport au parterre à la française, 9 mètres de différence. Une source surélevée qui coule en continu. André Le Nôtre sent qu'il touche au but. Il crée alors une dérivation de 5 mètres pour alimenter un énorme bassin de charge de 40 000 litres d'eau. Donc, depuis ce bassin de charge, vous avez un ensemble de tuyaux qui partent littéralement dans tous les sens, qui passent sous la terre et qui vont vers les bassins. Pour créer l'accélération des courants, on réduit en fait le diamètre. C'est un peu l'effet aussi d'un jet d'eau. Quand on tourne la buse, plus on réduit le diamètre, plus l'eau va vite. Donc ça permet de créer du courant. L'exploit est en marche. À Chantilly, il y avait des fontaines qui marchaient en continu. À l'époque, ça s'appelait le miracle des eaux. C'était vraiment exceptionnel, mais vraiment. Au total, c'est plus de 7 km de tuyaux souterrains qui alimentent tous les jets d'eau à Chantilly. Le pari est réussi, la nature est domptée. Ne reste plus qu'à montrer cette prouesse au monde entier. Le 23 avril 1671, le prince invite à Chantilly son cousin, le roi Soleil, pour 3 jours de fête. Alors, comment va réagir celui qui condamne à mort quiconque lui fait de l'ombre? Il y a 2000 personnes, c'est vraiment l'un des principaux événements à Chantilly du vivant du Grand Condé. C'est l'époque où les jardins sont en grande partie terminés. Et donc il va accueillir son cousin, lui montrer son domaine, mais en lui indiquant que toute cette magnificence est faite pour lui. Fin stratagème, le Grand Condé laisse le roi croire qu'il a transformé Chantilly pour lui. Le roi s'émerveille, le Grand Condé savoure.
ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça a pu faire à Louis XIV quand il a été invité par le Grand Condé, et que en pleine nuit ça marchait, y aller le soir ça marchait, y aller le matin ça marchait. L'effet devait être saisissant pour lui quand même. Et grâce à tous ces jeux d'eau, avec ces grandes réussites d'André Le Nôtre, en cela, Chantilly dépasse Versailles définitivement. Le Grand Condé, probablement, en son fort intérieur, prend un peu comme une vengeance face au roi, pourquoi pas. Les années passent. Les générations se succèdent à Chantilly. Mais la rivalité avec Versailles continue, même après la mort du roi Soleil. Les travaux à Versailles se sont arrêtés net à ce moment-là. Et tous les ouvriers se trouvaient un peu sans grand-chose à faire. Et donc le prince à Chantilly, le prince de Condé, a dit « Écoutez les gars, moi aussi j'ai un château, venez chez moi ». Cette nouvelle main-d'œuvre va changer radicalement le visage de Chantilly. À commencer par les façades du grand château. On a changé toutes les parties hautes, donc il faut imaginer des sortes de grandes tours, et puis au sommet on a placé des lanternons, on a placé des toitures, on a ouvert complètement les murs par un très très grand nombre de fenêtres. Les modifications se poursuivent à l'intérieur. C'est le cas dans le petit château devenu entre-temps le lieu de vie des princes de Chantilly. On va créer une grande galerie, comme la Galerie des Glaces, avec les mêmes dispositifs, c'est-à-dire que vous allez avoir des baies, qui sont les baies de la Renaissance, qui vont être agrandies, réaménagées. Et de l'autre côté, on va obstruer les baies de la Renaissance pour y placer des miroirs, de sorte que la lumière des baies va pouvoir se refléter sur les miroirs placés juste en face, comme dans la Galerie des Glaces de Versailles. Donc c'est un petit Versailles. Mais là où le savoir-faire de ces ouvriers versaillais va être mis à rude épreuve, c'est dans la construction à Chantilly d'un nouveau bâtiment qui va battre tous les records. Situé à 300 mètres du château, voici les écuries princières les plus grandes d'Europe. Ces grandes écuries sont plus grandes que le château lui-même, et c'est quasiment unique dans les châteaux français ou européens. En fait, c'est la même longueur que la façade des Invalidas. 186 mètres de long, 25 mètres de large, c'est incroyable, absolument incroyable. Divisé en 2 nefs gigantesques, capables d'accueillir 240 chevaux. Orné de sculptures d'une finesse exceptionnelle, ce temple du cheval rivalise avec les écuries royales. Mais c'est un chantier tout à fait démesuré qui va engloutir des millions et des millions. Pourtant, ce chantier qui va durer plus de 20 ans et qui tournera au cauchemar pour les ouvriers avait commencé par une bonne surprise. On se rend compte qu'en fait, sous la pelouse de Chantilly, existe la pierre qu'on utilise encore à l'époque, qui est la pierre de Saint-Maximin. Des pierres à 100 mètres de la porte des grandes écuries, une source naturelle de pierre, mais gigantesque, 2,5 hectares de pierre à tailler dans le brut. Pour un bâtiment tel les grandes écuries, enfin, je veux dire, c'est formidable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, sous les grandes écuries se cache un labyrinthe aussi grand que 3 terrains de football. À l'époque, ce n'est pas moins de 50 000 blocs de pierre qui vont être extraits par ces grands trous creusés dans la roche. Ces cheminées, elles ont 2 fonctions. La première, les flux d'air, et puis la deuxième, c'est aussi l'extraction des pierres, puisqu'on y mettait des pièces de bois, des charpentes. Et avec un système de poulies, on remontait les pierres à la surface. C'est à la fois un gain de temps et un gain d'argent, parce que dans un budget de construction d'un bâtiment comme celui des grandes écuries, la part de l'achat de la pierre, mais aussi de son acheminement, est considérable. Ce n'est pas le seul avantage dont les bâtisseurs vont bénéficier. Et notamment lors de la construction de la pièce maîtresse des écuries.
Le dôme a des dimensions exceptionnelles. Pour un dôme d'écurie, il fait 28 mètres de haut à l'intérieur sur 20 mètres de large. C'est un chef-d'œuvre de la taille de Pierre. Mais les constructeurs français sont très forts, sont très habiles. Ils maîtrisent la technologie. Un savoir-faire indéniable, mais qui va nécessiter certains ajustements en raison de la taille XXL du dôme. C'est ce que nous explique Jean-Michel Bouchard, compagnon tailleur de pierre et meilleur ouvrier de France. Quand on fait un dôme à 28 mètres sur une dimension comme ça, il faut contrecarrer les poussées de ces pierres qu'on met. On met plusieurs tonnes de pierres, on les clave, c'est-à-dire qu'on taille tous les cailloux à une certaine forme pour que les poussées verticales soient repoussées en horizontale, qu'elles partent en oblique et qu'à la fin, elles redescendent dans les murs de chaque côté. On a 5 mètres d'épaisseur pour contrebalancer justement la poussée de ces voûtes. La prouesse architecturale, en quelque sorte, là-dedans, c'est qu'on ne se rend absolument pas compte qu'on a des murs qui sont plus épais que dans n'importe quel château médiéval. Pour s'assurer que le dôme ne s'écroule pas, les ouvriers vont également ajouter un autre matériau, le métal. Les constructeurs avaient la prudence en fait, d'introduire des éléments métalliques qui peuvent être à l'assemblage entre les pierres pour renforcer la tenue mécanique de l'ensemble. Des prouesses architecturales d'autant plus exceptionnelles qu'elles sont réalisées dans des conditions de travail épouvantables. On sait par exemple que le prince de Condé paye un chirurgien sur place pour s'occuper des ouvriers blessés. Et on a également des témoignages sur des accidents de chantier. Par exemple, des échafaudages qui s'effondrent alors que les ouvriers sont dessus, et donc évidemment, plusieurs d'entre eux sont blessés. Mais il y a pire. Les ouvriers doivent faire face à une autre menace pour le moins inattendue. Nicole Garnier est la conservatrice en chef du domaine de Chantilly. Lors de travaux de rénovation en 2008, elle et ses équipes ont fait une macabre découverte. Et on a trouvé ce crâne humain donc, qui a été transmis à la gendarmerie, qui a fait les analyses nécessaires. Visiblement, il s'agit d'un homicide. Puisqu'il y a une trace de balle qui ressort de l'autre côté. L'analyse au carbone 14 qui a été faite par les gendarmes a indiqué que cet homme, ou cette femme, on ignore le sexe, a été tué entre 1650 et 1950. D'après certaines archives, ce crâne pourrait être celui de l'un des ouvriers du chantier des Grandes Écuries. Une des hypothèses, c'est effectivement le comte de Charolais, donc, qui était le gestionnaire du domaine de Chantilly, et dont on sait qu'il a tué certains des ouvriers qui travaillaient sur ces terres. Il utilisait les ouvriers de toiture pour s'entraîner au tir. En tout cas, ça fait partie des nombreuses légendes de Chantilly, et notamment des légendes noires de Chantilly. Ce n'est pas ce possible homicide qui arrêtera le chantier des Grandes Écuries, mais la mort du commanditaire en 1740. Quand on voit aujourd'hui les Grandes Écuries, on se rend compte qu'il y a des parements de pierre qui attendaient une suite, et puis notamment, il y a un pavillon qui n'a jamais été construit. En effet, seule la porte de ce pavillon a été terminée. À côté, nous apercevons les pierres sur lesquelles devaient s'emboîter les murs de ce bâtiment. Les Grandes Écuries restent donc inachevées, mais sont une prouesse architecturale exceptionnelle. À la fin du XVIIIe siècle, le domaine de Chantilly est au summum de sa splendeur. Chantilly n'a jamais été aussi beau et Chantilly est vraiment réputé dans l'Europe entière et va recevoir des invités venus de toute l'Europe. Une apogée qui sera de courte durée, car tout bascule le 14 juillet 1789. La Révolution éclate à Paris.
La Bastille est prise, le pouvoir est renversé. Dès lors, tout symbole de l'Ancien Régime est détruit par les révolutionnaires. Chantilly n'est pas épargné. Chantilly va être confisqué, va être vendu comme bien d'émigrés, vendu à des démolisseurs. Le château est peu à peu démonté et on met en vente tout ce qu'on peut en termes de matériaux, donc les plombs des toitures, les ardoises et toute la pierre de taille. Et une grande partie de la ville de Chantilly actuelle a été construite avec les pierres qui viennent du Grand Château. En 8 ans, c'est plus de 500 ans d'histoire qui disparaissent. Le grand château est rasé au niveau de ses fondations. Les jardins de Lenôtre sont en ruine. Seuls restent le petit château et les grandes écuries. La Révolution française, c'est le désastre complet. C'est le grand vide. Chantilly se trouve face au plus grand défi technique de son histoire. Impossible d'imaginer que 2 siècles plus tard, le château sera de nouveau debout. Cet exploit, on le doit à l'obsession d'un petit garçon. Le duc d'Aumale hérite de Chantilly en 1830 et il a 8 ans. Alors la renaissance de Chantilly va se faire avec un enfant de 8 ans, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, donc le 5e fils du roi Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Après un exil forcé de 30 ans en Angleterre, il lance en 1875 un chantier titanesque de reconstruction. Ce château a coûté des millions de francs d'époque. Le duc d'Aumale était l'un des hommes les plus riches de son temps et c'était finalement l'œuvre de sa vie qu'il déployait ici. Pour réaliser son rêve, le nouveau propriétaire de Chantilly va imposer aux bâtisseurs un cahier des charges particulièrement contraignant. Tout d'abord, pas question de construire le château ailleurs que sur le rocher. Alors le duc d'Aumale avait coutume de dire « Mes prédécesseurs ont bâti leur château à cet endroit-là depuis 8 siècles et je ferai de même ». Niveau architecture, le château doit être réalisé dans un style Renaissance. Il va faire ce qu'on appelle en architecture des citations, comme par exemple la porte d'entrée du château de Chantilly, qui est une copie de la porte du baptistère du château de Fontainebleau. Il va copier la chapelle d'Écouen. Les grandes tours à clocher du château de Chantilly, elles vont s'inspirer aussi bien de Chambord que de Valençay, de monuments anciens. Et pour que l'illusion soit parfaite, les ouvriers doivent à tout prix dissimuler les matériaux modernes qu'ils utilisent. C'est le cas avec l'éclairage de la plus grande salle du nouveau château, la Galerie des Peintures. Ici, 85 des 815 tableaux que possède le duc de Chantilly sont exposés. Au plafond, des carreaux de verre striés qui cachent une verrière ultramoderne pour l'époque. Elle se constitue d'une couverture vitrée longue d'une dizaine de mètres et d'une charpente métallique composée de 8 arcs en acier riveté. C'est le matériau du 19e siècle. Ça coûte pas beaucoup d'argent, ça va vite, c'est efficace. Des techniques révolutionnaires pour le 19e siècle, mais totalement anachroniques pour un château d'inspiration 16e siècle. Les ouvriers vont donc rajouter des éléments de toiture tout autour de la verrière pour la rendre invisible aux yeux du public. Ce qui est impressionnant, c'est promenez-vous en barque à Chantilly, promenez-vous dans les parterres, regardez les toitures, vous ne verrez pas la moindre verrière. Il y a toutes les techniques modernes, mais bien cachées quand même, pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un bâtiment moderne. Sauf que ce château est plus jeune que la Tour Eiffel. Les parterres d'André Le Nôtre seront également restaurés. Grâce aux avancées technologiques et techniques de l'époque, Chantilly renaît de ses cendres en seulement 10 ans. C'est toujours cette dernière version de Chantilly que des milliers de touristes visitent chaque année. Et si rien n'a bougé depuis 120 ans,
c'est que le château est extrêmement bien protégé par le testament du dernier propriétaire. À sa mort, le duc d'Aumale lègue l'ensemble du domaine à l'Institut de France sous certaines conditions. Il demande expressément qu'il n'y ait aucune modification dans l'architecture extérieure et intérieure du château. Une volonté de protéger ces lieux d'exception qui s'avère être un véritable casse-tête pour les ouvriers d'aujourd'hui, notamment lors des travaux de restauration. Depuis 2004, 60 millions d'euros ont été investis pour rénover le domaine. À chaque fois, la même difficulté, comment réparer sans tout changer? C'est le cas ici sur le toit des grandes écuries où des poutres vieilles de 300 ans menacent de s'effondrer. Les parties altérées ont été purgées et renforcées, et donc ici nous avons utilisé une technique en conservant la pièce historique qui est moisée sur ses deux côtés d'éléments modernes qui viennent renforcer la structure, et le tout étant cerclé de métal. On est obligé de réutiliser les techniques de l'époque, les matériaux de l'époque, et de respecter les lieux tout simplement. Chantilly n'est plus à un défi près. Chantilly n'a pas cessé d'être en chantier, et c'est sans doute aussi la dimension exceptionnelle du château de Chantilly. On a tout ce que l'architecture et l'art des jardins a fait de plus beau en France au cours des siècles. C'est le plus extraordinaire des patrimoines français. 10 siècles d'histoire et de construction mouvementée. 1000 ans d'un chantier hors du commun qui en fait aujourd'hui un symbole de l'excellence française en matière d'architecture. Le château de Chantilly se voulait la demeure des princes. Les constructeurs ont bâti sa légende.